Salut à tous. Aujourd'hui, jour de CTF. C'était le 24 heures CTF en fin de semaine. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemblait de mon point de vue. Et restez parce qu'il y aura un challenge sur la suite ELK vraiment intéressant. Salut, c'est Splinter Celian. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne où on parle cybersécurité en français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un de mes thèmes favoris, les CTF. La fin de semaine passée, c'était le 24 heures CTF. C'est quoi le 24 heures CTF? C'est un événement annuel qui avait lieu pour la deuxième fois, qui est organisé par le comité étudiant Polyax, CyberEcho, Yogosha et Desjardins pour ne citer que. L'année dernière, il avait réuni plus de 270 participants et cette année, c'est pas moins de 430 participants qui sont venus compétitionner sur cet événement. On va donc passer au travers de plusieurs challenges qui étaient proposés ce jour-là. On va voir des challenges aussi variés que des challenges de Stegano, des challenges de crypto, des challenges de web. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit en prime, à la fin de cette vidéo, un challenge lié à la suite ELK, donc plutôt du forensic. Au passage, j'en profite pour vous dire, si vous ne l'avez pas déjà vu, que j'ai mis dans la description de cette vidéo des liens vers de très bons write-up. J'ai fait une sélection de ceux que j'ai vraiment aimés. Donc n'hésitez pas à aller les parcourir. Il y en a certains qui sont allés plus loin que moi dans les tracks, notamment pour Web ou ELK, qui sont présentés tous les deux dans cette vidéo. Alors, on commence doucement. Premier challenge, on a des fichiers texte, du moins .txt. On ne sait pas ce que c'est, on nous demande de retrouver les flags. C'est parti. Ok, donc je me suis mis dans Kali. On va aller dans le dossier 24CTF, là où les challenges se trouvent. On a le challenge 1 ici, challenge 2, challenge 3. Donc tout ce qu'on sait, c'est que c'est des fichiers texte. Donc si on tente de les faire afficher, voilà ce qu'on a. Donc je savais pas du tout ce que c'était, ce genre de choses là. Est-ce que c'est de l'encodage, quelque chose, je sais pas du tout. Donc à la base, j'attaque le truc en me disant, bon, est-ce que déjà on va essayer de voir c'est quoi le type de fichier. Donc ici je commence par un file challenge 1. Ça me dit ça. Donc UTF-8 Unicode Text with very long lines. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Il y a peut-être des choses qui auraient pu me faire tiquer, par exemple CRLF Line Terminators. Peut-être que j'aurais capté. En tout cas, sur le moment, je capte pas. Donc du coup, j'essaye un string challenge 1. Je vois que c'est ça. Ça m'aide pas plus. Donc à un moment donné, je crois que j'essaye tout simplement un cat. Ok, pour voir. On sait jamais. Donc j'essaye le cat. Et quand j'essaye le cat, en fait, je tombe là-dessus. Donc évidemment, là, ok, j'ai compris. C'est des fichiers qui doivent être vus avec la commande cat. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être quelque chose qui s'affiche dans le terminal. Je connais pas bien le principe derrière, mais en tout cas, le fait est que quand on les affiche avec cat, on trouve le flag. Donc parfait, j'ai le premier flag. On passe au deuxième. Donc le deuxième, je fais la même chose et je tombe là-dessus. Donc là-dessus, le truc évident qu'on voit, je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran parce que c'est en rouge, mais en tout cas, on a un boot flag ici. Ok. Ce qu'on voit, c'est que les lettres ont l'air de se répéter, sauf que quand on regarde sur la fin, ben, elles ne se répètent pas toutes. Ok. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un curly bracket, en gros, de fin de flag, avec une suite de chiffres et de lettres qui veulent rien dire. Donc ça me laisse penser que les lettres qu'on a en jaune ici, c'est probablement un bout du flag aussi. Et donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a avant. Là, avant, ça a l'air d'être plus un mot. Ok, donc ça dit capture the flag. Ok, puis il y a un point. Donc ce serait comme la fin d'une phrase et ensuite il y a le flag. Et finalement, en observant un petit peu les lettres en bleu, on s'aperçoit que là aussi, à cet endroit, ici après le point,
un point de fermeture de phrase encore, ben, on a de nouveau un bout de flag, probablement. Donc là, on le voit pas bien parce que j'ai zoomé un peu trop. Mais si on revient comme ça, on voit qu'ici, j'ai 9BB 673 3E5. Et donc, en fait, quand on met le rouge, le bleu, puis ensuite le jaune, c'est les parties que je viens de vous dire, ben, on obtient le flag. Ok, donc celui-là n'était pas trop violent non plus, mais quand même. Ici, challenge 3, on tombe là-dessus. Et là, en fait, assez rapidement, je me dis, bon, là, ça doit être quelque chose qui s'affiche quand on dézoome. Donc, j'essaie de dézoomer, sauf que sur le terminal, en fait, ce qu'il faut faire, c'est relancer la commande. Donc, quand je relance la commande, je tombe là-dessus, c'est pas encore bon. Hop, là, c'est déjà un petit peu mieux. Je relance et on obtient finalement flag, curly bracket, art, fin de curly bracket. Et donc, ça, c'est notre flag, tout simplement. Ok, parfait. On s'est un peu mis en jambes tranquille avec les premiers challenges. Maintenant, on va passer à une petite coche au-dessus. Ça va être de la Stegano. Il y aura des fichiers Wave, des fichiers PNG. Donc un peu de Stegano sur du son en gros et du Stegano sur des images. C'est parti. Ok, donc on va aller regarder ces challenges. Je vous le dis tout de suite, ces challenges-là, je ne les ai pas trouvés durant la compétition. J'ai bien galéré même, on peut dire, sur plusieurs d'entre eux, en fait au moins les deux premiers. Et en réalité, c'est en regardant le Discord après sur le channel write-up que j'ai vu en fait comment fallait les faire. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, parce que je les ai fait ensuite pour vérifier que ça marchait et que je comprenais comment les faire. Mais en réalité, durant la compétition, j'ai vraiment galéré. Je vais vous montrer aussi comment j'ai galéré et pourquoi j'ai galéré. Donc, je vais aller voir les fichiers. Donc, commencer en fait. Le premier, c'était deux fichiers audio, original et secret, ici. Et on nous disait que grosso modo, dans le fichier secret, il y avait notre flag, il y avait quelque chose qui avait été mis dedans, et qu'on avait le fichier original, celui qui n'avait pas été modifié. Et quand on les regarde, en fait, bah, je sais pas si on va entendre le son, mais c'est de la musique. Ok, la musique, je sais pas trop quelle musique, mais... Donc, on a ça. Donc si on les écoute, en fait, c'est que de la musique, etc. Il n'y a pas vraiment de différence. On n'entend rien de particulier entre original et secret, ou alors c'est que j'ai pas l'oreille assez fine, je sais pas. En tout cas, mon réflexe, ça a été de me dire, ok, j'avais déjà vu un truc dans un CTF où ils avaient planqué un flag dans le spectrogramme. Donc je me dis, ok, j'ai un outil pour ça. Je crois que ça s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait en fait, Sonic Visualizer. Donc je sors ce truc-là. Et je me dis, je vais regarder le fichier secret avec ça. Sauf que je me dis, il y a sûrement un problème. Pourquoi? Parce que si jamais c'était dans le spectrogramme, j'aurais pas besoin du fichier original a priori. Donc là, je m'apprête à le regarder, mais je suis pas très convaincu que je vais y arriver. Donc déjà, pour ça, il faut rajouter un spectrogramme. Donc je rajoute un spectrogramme ici. Et en fait, la dernière fois, dans le dernier challenge que j'avais eu de ce type-là, fallait dézoomer. Ok. Sauf que là, quand on zoome un petit peu là-dessus, je vais essayer de bien le montrer ici. En fait, on voit qu'ici, on a des caractères. Il y a un 4 ou un 1, un autre 1, un 0. Donc, c'est caché là-dedans. Et là, en fait, j'ai essayé tout un tas de trucs. Jouer avec les couleurs, etc. Donc là, on voit carrément plus le flag, donc c'est clairement pas ça. Bref, j'essaye tout un tas de trucs, il y a différents paramètres que je change. Ici, quand on fait ça, on voit un petit peu comme un D apparaître, c'est finalement peut-être pas un 1, etc. Donc j'essaye plusieurs paramètres là-dedans. Et en fait, je n'obtiens pas vraiment mieux que ce que j'ai là, du tout. Donc après, je me posais la question, j'ai commencé à rechercher un petit peu sur Google s'il y avait des façons de mixer en fait, deux fichiers Wave ensemble et qui donnent quelque chose. Et en fait, non. Non, ça me donne rien. Donc je sais pas vraiment quoi faire à ce moment-là. Et finalement, je passe à autre chose. En réalité, ce qu'il fallait faire, donc déjà, je vais prendre un outil l'outil qui m'a été conseillé en fait dans le Discord, qui s'appelle Audacity. Et en fait, dans Audacity, ce qu'on peut faire,
on charge les fichiers. Donc mettons qu'on va mettre notre fichier secret. Hop. Donc il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une piste audio. Donc on va importer en fait le fichier original. Et le fichier original, il est là. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va appliquer un effet sur le fichier. Donc l'effet en question ici, ça va être, on va inverser le fichier en fait original, la piste. Donc ici on fait invert, voilà. Et ce qu'on fait en fait maintenant, c'est que on sélectionne tout. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut sélectionner tout, mais en tout cas on exporte ce nouveau fichier qu'on vient de créer comme un nouveau fichier. Donc on dit, voilà, celui-là, ça va s'appeler diff secret.wave. Je vais le mettre dans le même dossier. Save. Là, il me dit, ah, ça va être mix. Les tracks vont être mixés. Bah, parfait. C'est ça que je veux. OK. Donc là, parfait. J'ai un nouveau fichier. Je vais aller voir à quoi il ressemble. Donc, je vais aller chercher mon diff.secret. Je vois qu'ici, bon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, maintenant, si je mets le spectrogramme, pouf, j'ai le flag. Ok. Sachant qu'au départ, ici, si j'avais mis le spectrogramme, ben, je retombais un peu sur la même chose que ce que je vous ai montré avant, dans lequel je peux voir qu'effectivement, il y a des caractères ici, mais je vois toujours pas ce que c'est là. Et c'est pareil, j'ai essayé de jouer un petit peu avec les différents paramètres là, et en fait, ça marche pas. Donc vraiment un truc intéressant que je connaissais pas. On inverse l'original, on le mixe avec le premier et finalement on élimine en réalité le bruit autour et donc on obtient le flag. Donc ça c'était le premier challenge avec les waves. Maintenant on va regarder le deuxième. Donc dans le deuxième on nous donne encore un fichier. Je l'ai appelé secret 1. Sauf que là cette fois il n'y a pas de original. Donc déjà on sait que ça va pas être la même technique. On peut se poser la question de ce que ça va être. Donc là, je me dis, ah, est-ce que c'est le même genre de truc? Ça va être dans le spectrogramme directement. Sauf que ça fait pas beaucoup de sens parce que c'est encore moins difficile que le premier, alors que normalement, ça va plutôt en étant de plus en plus dur au niveau des challenges. Donc forcément, ici, je me dis qu'il va y avoir autre chose. Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans la même chose, donc Audacity. Je l'avais fermé, évidemment. Je relance. Je vais chercher mon fichier. Donc mon fichier, il est là. C'est ici. Et là, en fait, je l'écoute. Hop. Donc je sais que j'ai du code Morse dans le fichier. Donc là, maintenant, ça va être de voir si jamais je peux voir ce code Morse là. Donc, on prend la track. On va se donner de l'espace. OK. Et là, maintenant, je vais chercher à voir si je vois le code Morse. Et en fait, ici, c'est assez clair. Le code, il est ici, là. OK. Donc là, c'est un point, un trait, un point, un point, un point, un point, un point, un trait, un trait, un point, un point, un point, un point, un trait. Donc à chaque fois, il y a des espaces entre les caractères. Donc là, le réflexe qu'il faut avoir, tout simplement, c'est de démarrer CyberChef. Vous mettez from Morse code. Hop. Et là, en fait, il faut suivre à peu près le truc. Donc le premier caractère, c'est un point, un trait, deux points. Donc un point, un trait, deux points. C'est un L. Ensuite, 3 points, 2 traits. 3 points, 2 traits. C'est un 3. Ensuite, ça ressemble à 1 point, 1 trait, 1 point. C'est un R, etc., etc. À la fin, quand vous mettez tout le fichier, et je l'ai pris pour vous montrer, donc quand vous mettez tout le code, ça donne ça. Hop.
et ça dit Learn the International Morse Code. Et donc, c'est ça le flag, tout simplement. Ok, donc pour le challenge suivant, c'est un challenge toujours avec des images. On nous donne 2 images. Donc on nous donne en fait l'image qui s'appelle flag.png, si je dis pas de bêtises, celle-là. Donc on voit pas grand-chose. Et puis on nous donne key.png. Donc déjà ça, c'est une information en quelque sorte. Le truc qui peut être intéressant, c'est de regarder ces fichiers-là dans le terminal. En tout cas, regarder avec la commande file. Donc on regarde pour le premier qui s'appelle flag.png. Ok, donc c'est un fichier PNG 624 par 416 avec 8 bits sur les couleurs. On regarde ensuite la même chose sur la clé. Et on voit que c'est exactement la même dimension. Même chose pour les couleurs, sauf que le premier est RGBA, le deuxième est RGB. Alors, honnêtement, je ne connais pas la différence entre les deux. J'ai pas trouvé ce challenge-là. Donc, je vais vous montrer la solution que quelqu'un a montré dans le Discord ensuite, dans les write-up, qui est vraiment, en tout cas, moi j'ai trouvé parfait, c'est simple, c'est élégant. Et en réalité, ça passe par un XOR qu'on fait avec tout simplement un script Python. Et en fait, ce qui est intéressant dans sa solution, c'est que ce soit RGB, RGBA pour l'un pour l'autre, en fait, ça change rien, il fait quand même le XOR. Donc on va regarder en fait comment ça fonctionne. Donc il a fait un petit script. Donc ici, le petit script, ça consiste en gros, donc il importe une librairie, pile, du moins image depuis pile. Il importe Pwn. Il définit sa fonction principale et là il va chercher donc l'image pour la clé et il va chercher notre image qui ici est image.png. En fait on aurait pu remplacer par flag. Normalement ça marche aussi. Ensuite ce qu'il fait c'est qu'il fait un XOR, donc ce qu'on a dit, en mettant les images en fait en prenant les bytes, tout simplement bytes après bytes de chacune des 2 images. Et puis ensuite, il recompose une image à partir de ce qu'il a obtenu juste avant. Et à partir de là, il save tout simplement son image au format PNG et ça lui donne la solution. Donc on va voir ce que ça donne quand on le fait. Donc, mettons que je me mette là. Donc on va lancer son script. Donc c'est interceptSolver.py. Parfait. Donc là, il nous a généré normalement notre image. Elle s'appelle leak en théorie. Elle est là. Alors, il y en avait déjà une avant, donc elle a été écrasée par la nouvelle. Et là, en fait, si on zoome, je vais essayer de le remonter. Voilà. Si on zoome, on a flag, Xorly, you got this. Ok. Et voilà. Et donc ça, c'est Polytechnique. C'est cool, hein. J'en profite pour passer un petit message. En fait, parce que ici, vous voyez, je récupère des solutions sur le Discord après le CTF et puis j'essaye des choses, j'essaie de refaire en fait les challenges. Faut savoir que c'est super important. Faut pas nécessairement essayer de courir après les points. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer d'apprendre et donc de comprendre en fait comment ça marche et ce qu'il faut faire peut-être les prochaines fois pour réussir les challenges et comment les solutions fonctionnent. Donc là, en fait, je m'étais tout simplement intéressé à ce challenge-là pendant le CTF. Je ne suis pas arrivé à le résoudre, mais c'est toujours intéressant ensuite d'aller voir les write-up et de regarder ce qui a été fait. Par exemple, là, il y avait un fichier Python, d'essayer de comprendre le code, comment ça a été construit, et puis ensuite de voir si on arrive à le refaire et voir si ça marche en fait. Et c'est ça le plus important. Le challenge suivant, ça va être intéressant, c'est sur la blockchain. Alors, il faut savoir que je connais vraiment pas grand-chose sur la blockchain. De manière générale, je connais pas grand-chose, mais encore moins sur la blockchain. Donc, j'ai commencé ce challenge en me disant, écoute, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Donc, je vais vous montrer en réalité la description du challenge au début, et puis ensuite, on va y aller pas à pas. C'est parti. Ok, donc dans le challenge, on démarre avec
des informations. Alors, j'ai pas malheureusement le pitch exact du challenge, mais c'était un truc du style les émetteurs sont très utilisés, blablabla, etc. Je sais pas trop quoi. Notamment par les marins, et ça va devenir quelque chose d'important dans ce qu'on va rechercher, vous allez voir après, etc. etc. Et il y a un hint à la fin qui dit, en fait, qui nous donne ça, qui semble être une adresse ou quelque chose comme ça, at Robston. Je connais rien de tout ça au départ, je sais pas ce que c'est. La seule chose que je sais et que je peux vous rajouter ici, c'est que c'est un challenge de blockchain. Ok? Donc, on démarre avec ces informations et voilà, on a le hint de ce truc-là. Donc moi, je prends ça, en gros, je le mets dans Google, un peu bêtement, voilà, et je tombe sur rien du tout. Donc là, un peu déçu, je me dis, bon, d'accord, on va essayer de découper un peu le truc. Donc je me dis, je vais commencer par chercher cette adresse-là. Donc je cherche dans Google l'adresse. Ça me donne rien de plus. Ok. Là, je me dis, ok, at Robston, est-ce que c'est, mettons, un email, quelque chose comme ça. Bon, il manquerait un bout. Donc je mets ça. Rien non plus. Au final, j'essaie de chercher Robston tout seul. Et quand je mets ça, je vois Testnet, Robston, Blockchain Explorer. Ok. Je vais faire un tour là-dessus. Et là, je vois Search by Address. On a quasiment que ce champ-là. Après, sinon, le reste, c'est des adresses. Et on voit que les adresses ici, elles démarrent par 0x, puis toute une suite de caractères. Ce qui est pas mal ce que j'ai. Donc là, je comprends qu'en réalité, ce chaîne de caractères ici, elle va me servir à rechercher une adresse. On tombe là-dessus, ok, et en fait, on va le voir après, c'est marqué ici, en fait, c'est un contrat. Ok, donc on sait que Ethereum, qui est une des blockchains, ça à la limite je le savais avant, on peut faire des contrats grâce à Ethereum. Donc ici, c'est ce qu'on semble avoir, on a un contrat. Et en fait, peut-être qu'il y a des choses à aller voir sur ce contrat. Donc là, je regarde un petit peu, c'est quoi les différentes options que j'ai. Donc je peux aller voir le contrat en lui-même. Donc là, il y a un truc avec contract transmitter, fonction send message, blablabla, etc. Bon, je me suis pas trop attardé là-dessus au départ. J'ai regardé ensuite les events ici. Et là, ce qui était intéressant, donc je regarde un petit peu ce qu'on a. Il y a des send message string. Donc je me dis, quelque part là-dedans, il doit y avoir un string. Donc j'ai commencé à essayer de prendre ces trucs-là, voir si j'arrivais à décoder quelque chose avec mon CyberChef à côté. Ça m'a rien donné. Je suis passé à travers les différents messages et puis à un moment donné, je suis tombé sur un message comme celui-là. 2D, 2E, 2D, 2E, 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 2D, etc. Donc là, j'ai pris ce message-là. Ok. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans CyberChef. Donc je suis allé chercher mon CyberChef. Je l'ai peut-être déjà ici. CyberChef. Donc je mets ma suite de 2D, 2E, machin truc. Et là je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? 2D, 2E, ça pourrait être du eggs. Quand ça va pas plus loin que F, on peut considérer que ça pourrait être du eggs. Donc je mets ça, et là, ça me donne ça. Alors, est-ce que c'est un hasard que ça me donne des tirets et des points quand dans la description du challenge, j'ai quelque chose qui me dit, notamment pour les marins, ou par les marins, et évidemment, le code Morse, c'est très utilisé dans la marine. Ou c'était très utilisé dans la marine, je pense que ça doit l'être un peu moins maintenant, mais toujours est-il que ça nous donne une bonne idée qu'on est sur la bonne piste. Donc là-dessus, je retourne ici, je me rends compte qu'en réalité, je pouvais avoir la réponse de manière beaucoup plus simple parce qu'en fait, le texte est là. Et en fait, quand on prend ces éléments-là, ce qu'on peut faire ici, c'est aller directement chercher from Morse code. Hop. Ici, on lui met l'output. Et il va nous donner en fait un certain nombre de...
il va nous donner des caractères. Donc, ce que je fais, c'est que je continue. Oups, c'est pas la bonne chose que je vous montre. Je continue, je cherche les différents caractères, un petit peu on met ici, voilà, on met un petit ici, etc. Ok, donc vous comprenez l'idée. On fait notre chaîne de caractères avec tout ça. Alors vous allez voir, le problème, c'est qu'assez vite, on va tomber à court de messages, tout simplement. Donc on réussit à obtenir à peu près ça, c'est tout. Là, ça dit pas du tout flag ou quoi que ce soit. Donc moi, un peu bêtement, bah, j'ai essayé de placer ce flag-là, ce petit bout en réalité de caractère-là directement dans le flag. Ça marchait pas du tout. Et donc en fait, à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'il y a d'autres messages? Donc j'ai vu ici que en fait il y avait des blocs et qu'on pouvait se déplacer en fait dans les blocs. Alors c'est pas tout à fait comme ça que j'avais fait. Ah oui, donc en fait c'est pas les blocs, pardon, c'est les haches de transaction. Donc si je vais sur celui-là ici, non d'ailleurs c'est pas celui-là, décidément. Je vais aller sur celui qui est ici. Je pense que c'est sur celui-là que j'avais été. Et en fait on voit qu'on a un log ici avec le message. Donc là en fait après ce qu'on peut faire, c'est se déplacer dans chacun des messages et on voit les logs. Donc là, on va retomber certainement sur un que j'ai mis tout à l'heure, voilà, que j'ai déjà récupéré dans mon flag. Et donc, je me déplace comme ça dans les logs, du moins dans les transactions, et je regarde les logs. Et en fait, je finis par trouver d'autres bouts de flag que je vais rajouter à mon flag ici, en pensant bien à mettre des espaces. Et donc, je me retrouve comme ça à gratter le flag petit à petit. Et donc en fait, petit à petit, je gratte le flag et j'obtiens un truc comme ça, sachant que au bout d'un moment, j'essaye d'aller sur les blocs en arrière et je trouve rien. Et là, je relis le challenge un petit peu mieux et je me rends compte qu'en fait, ici, j'ai oublié de mettre quelque chose. On nous dit un petit peu après que il faut ex le message pour trouver le flag. Donc en réalité, ce qu'il faut faire avec ce qu'on a, c'est du ex. Ça se voyait un petit peu, très franchement, mais c'est vrai qu'en relisant le message, du moins le challenge, on est plus sûr. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un from eggs. Et quand je rajoute le from eggs, eh ben, j'ai le flag. Et voilà. Le challenge suivant, c'est un challenge dans lequel on nous donne un fichier, on nous dit que c'est un script ransomware, Python, mais que ce script-là a été encodé, enfin pas encodé, mais en tout cas encrypté, pour pas qu'on puisse tout simplement le déchiffrer. Et on nous donne quand même un indice, on nous dit que c'est probablement du XOR. Le problème de XOR, c'est qu'en général, il nous faut une clé, et là on n'en a pas. Donc, on va voir tout de suite comment j'ai fait, mais grosso modo, j'ai arpenté le web pour essayer de me trouver un outil qui puisse brute forcer du XOR. Alors en fait, je me souvenais que CyberChef possédait un XOR brute force, si je me souviens bien. Donc, si on va voir dans CyberChef, effectivement, si on met XOR, à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle XOR brute force. Par contre, le problème ici, c'est que on a besoin de lui définir une clé avec une certaine longueur. Et ici, en fait, on ne connaît pas la longueur de la clé, on ne sait pas. Donc, il me faudrait un outil qui puisse me trouver ça tout seul. Ça, ce serait l'idéal. Donc, on google un peu. Donc, XOR brute force tool, chose comme ça. Donc là, on en trouve plusieurs, ok. Mais il y a celui-là, XOR tool, Hellman. On va dedans. Et en fait, cet outil, il permet effectivement de retrouver avec un certain pourcentage de fiabilité la clé. Voilà, donc en fait après, tout ce qu'on a à faire, c'est un peu jouer les scripts qui dit. On a un script qui permet de brute forcer le XOR, donc on va l'utiliser. Hein. Donc on va aller chercher XOR tool ransomware .py c20. Pourquoi XOR tool directement? Parce qu'en fait je me suis rendu compte après que ce module là il était déjà dans mon Kali. J'avais dû l'installer avant, je suppose, et il est déjà dans le path. Donc du coup, j'ai pas besoin d'aller le télécharger ou quoi que ce soit. Donc c'est la commande que j'ai roulée. Et en fait, je vais pas la rerouler parce que du coup, il crée un dossier.
qui s'appelle ensuite XOR-tool-out. Et dedans, on tombe sur le fameux fichier qu'il a décodé avec la clé qu'il a trouvée. Il donne ici des CSV qui permettent de regarder en fait le pourcentage de fiabilité par rapport à la clé. Et quand on ouvre le fichier, en fait, on retombe bien sur un fichier Python classique avec dedans le fameux flag qu'on cherchait. Donc parfait. Ça nous donne le flag de ce challenge-là. Parmi les challenges, il y avait aussi un challenge sur ELK. ELK, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc une solution qui permet en fait de récupérer les logs, les normaliser et les présenter pour pouvoir en faire une analyse. Et on va se servir de cette solution pour compléter le challenge en faisant une analyse forensique sur une attaque. Ok, donc le challenge ELK. Je vous place dans le contexte. On s'est fait voler des numéros de carte de crédit d'une base de données PostgreSQL sur un serveur dont on ne se souvient plus le nom. Manque de bol. L'attaque a eu lieu entre le 2 et le 3 février. Heureusement, on a des logs. On a plein de logs. Donc, premier challenge, trouver la requête SQL qui a permis d'extraire les données. Deuxième challenge, trouver le username utilisé pour compromettre la base de données. Troisième challenge, trouver le nom de la machine et l'adresse IP qui a permis le pivot vers le système hébergeant la BD. Et quatrième challenge, trouver le port responsable du port scan à partir du système qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire le système pivot, qui a permis de faire le pivot. Donc pour ça, on se rend sur l'application ELK qui a été fournie avec le challenge, et ici on va commencer notre investigation. Donc on a trois solutions, on peut aller vers Observability, Security ou Analytics. Ici nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers Analytics, et on a le choix ici d'y aller avec un dashboard, mais il n'y en a aucun de créé, on peut aller voir, mais en fait vous verrez qu'il n'y en a pas. Ou sinon, on peut aller faire une petite découverte. Donc, on va aller découvrir. Donc ici, il faut le temps que ça charge. Non, c'est même pas ça en fait. Le premier défi qu'on a, c'est de bien regarder l'énoncé. Ici, on nous dit que c'est entre le 2 et le 3 février que ça se passe. Donc, première chose qu'on fait, on va aller se mettre dans l'intervalle de temps qui est donné. Donc 2 février, minuit, parfait. Et pour le date to, on va choisir le 3 février, 23h30. Et on update. Parfait. Donc on a des données pas mal ici, on en a un peu là, et on en a un peu là. Donc ça s'étale vraiment du 2 au 3. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que, grosso modo, on cherche un système qui héberge une BD, et on ne sait pas vraiment comment il s'appelle, mais on sait que c'est un serveur. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'on a. Donc ici, un des trucs qu'on peut faire avec ELK, bien sûr, on pourrait zoomer déjà à partir du timeline ici sur les différentes données qu'on a pour essayer de réduire un petit peu l'intervalle de temps. Mais on peut aussi regarder un petit peu ce qu'il y a dans les premiers choix en fait des différents critères qu'on a. Et ici, on en a un, c'est Agent Name. Et on voit qu'on a Critical DB, Collector et Desktop. Donc, a priori, Critical DB, ça pourrait correspondre à ce qu'on veut. On va commencer à regarder ce truc-là. Donc là, déjà, qu'on voit qu'on a filtré. On était parti avec, je sais plus trop combien on avait au départ. On avait 138 000 hits. Et là, maintenant, si on met Critical DB, on passe à 375. C'est déjà beaucoup mieux. Ici, on a deux intervalles de temps. Un, le 2, un autre, le 3 au petit matin. Donc, on va regarder ce qu'on a d'autre. Ici, on a soit du FileBit, soit PacketBit. Donc ça, c'est le type d'agent qui récupère les logs. Je ne sais pas trop lequel on devrait avoir encore. On va regarder autre chose. On a Event Action, ok, non, c'est SSH Login. Ici, on a Network Traffic, Session. Ça nous dit pas grand chose là tout de suite. Ça non plus. Donc là, après, il faut chercher en fait un élément qui va nous permettre de dire ok, là on a quelque chose d'intéressant. Ok. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous, on cherche quelque chose qui a un lien avec la base de données. Ok. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est rechercher un truc du style nom du process. Donc, ça va se trouver dans process name. Process name ici. Et là, on va voir que, voilà, on a plusieurs possibilités, dont Postgres. Donc, on va aller dessus.
Et on vient de se réduire ça à 53 hits. Donc on pourrait déjà passer au travers et regarder un peu ce qu'il y a dedans. Pour voir un petit peu si on pourrait encore filtrer un peu mieux. Donc ici, ça nous donne tout un tas de trucs. Et en fait, on voit que on a... Bah voilà. Ici, dans Message, on a en fait le message avec... Enfin, un timestamp, en gros, avec le nom d'un user, manifestement. Et ici, on a select... donc, select star, donc to, from credit info. Donc, ben voilà, on vient de trouver la requête qu'on cherchait. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Si on reprend, j'ai changé parce que l'autre onglet avait planté. Si on reprend notre question, premier challenge, trouver la query SQL qui a permis d'extraire les données. Eh bien, on a la réponse qui est en gros notre query qu'on a ici avec le select, credit info, etc. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est trouver le username utilisé pour compromettre la base de données. En fait, on peut le trouver différemment, mais si on regarde ici, on voit qu'on l'a déjà. C'est marqué that dbguy at client info. Et bien, en réalité, c'est notre username, celui qu'on recherche, celui qui a compromis la base de données. Donc, c'était le deuxième challenge. Ensuite, trouver le nom de la machine et l'adresse IP qui a permis le pivot vers le système hébergeant la BD. Donc là, on va revenir, on va regarder si jamais il y a un autre système qui pourrait avoir parlé à celui-ci. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va récupérer éventuellement, si on est capable, l'IP de celui-là. Donc là, il faut que j'enlève en fait mon process Postgre. Et je sais que j'avais des events du type... c'était plutôt... Ouais, bon, peu importe. On peut prendre à peu près n'importe lequel, du moment qu'on a une adresse IP. Donc ici, est-ce que j'ai une adresse IP? Voilà, j'ai une adresse IP ici. Donc 10.0.2.4. Donc on va chercher en réalité qui a parlé à 10.0.2.4. Donc on va revenir dans nos logs de départ avec toute notre dataset. On va mettre destination IP dans le filtre. OK. Et là, on va lui dire que on veut savoir, enfin on veut prendre 10. J'ai dit 0.2.4, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avec mon filtre ici, j'ai tout ce qu'il y a comme destination 10.0.2.4, qui est notre système cible en quelque sorte. Et bon, j'ai 37 paquets, donc je vais sûrement retrouver qui a parlé à cette machine-là. Donc ici, ce qu'on voit en fait, bon ça c'est pas un bon exemple parce que c'est un DHCP, c'est pas ça qui va m'intéresser. Le suivant aussi. Ok, là j'ai quelque chose, ok, ça c'est du SSH, ok, port 22. Donc là on va regarder qui a parlé à 10.0.2.4 sur SSH, donc c'est connecté en fait. Et je vais voir que... Ok, la source IP elle est là. C'est 10.0.2.5. Ok. Donc a priori, j'ai sans doute une bonne chance que ce soit lui, puisque c'est du SSH. Donc la question maintenant, c'est de trouver... Donc là, on a son adresse IP. C'était une des questions. Il fallait trouver l'adresse IP, ici. Par contre, il faut aussi trouver le nom de la machine. Donc pour ça, j'ai juste à changer ici mon filtre. Je vais mettre 10.0.2.5 pour avoir les paquets de cette machine-là. Et je peux regarder, par exemple, le hostname. Donc hostname, ça va être dans les H. Et je vois qu'ici, en fait, lui, c'est le nom de ma machine. Donc ici, on va le mettre sur la ligne d'en dessous. Je sais que la réponse, c'est ça, avec, on a dit, 10.0.2.5. C'est la réponse à au troisième challenge. Donc maintenant,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le 4e challenge, c'est trouver le port responsable du port scan à partir du système précédemment cité. Ici, je me suis trompé, en fait, c'était pas trouver le port, c'était trouver le PID, donc le Process ID, responsable du port scan à partir du système précédemment cité, c'est-à-dire celui qu'on vient de trouver, le desktop 10.0.2.5. Donc, ici, en fait, ce qu'on cherche, c'est un process qui aurait provoqué en fait une communication entre 10.0.2.5 et 10.0.2.4 et qui va probablement avoir généré pas mal de trafic parce que un port scan ça va être un peu intensif sur le réseau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en... Oups, il faut que je mette quand même le nom. Donc on va chercher avec la destination qui correspond à notre 10.0.2.4. Là, je vois que j'en ai que 22. Ok. Et là, je vais chercher en gros les process ID qui pourraient correspondre à ça. Parce que ça, théoriquement, c'est ma communication entre les deux là. Et ici, si je vais dans Process ID, je vais voir les top 5. Et dans le top 5, celle qui ressort, c'est le 1832 pour 54,5% de tout le trafic entre les deux IP. Donc en fait, la réponse ici, c'est 1832. Et avec ça, on a fini. Alors le challenge, en vrai, dans le CTF avait... en fait, la track avait plus de challenges que ça. Il y avait, je sais plus trop, peut-être encore 3 autres challenges. Il fallait trouver en réalité une clé de registre qui avait permis la persistance. Il fallait aussi essayer de trouver le nom du fichier qui avait permis en fait de l'attaque initiale. Et puis il y avait aussi à trouver le nom d'un fichier dans lequel le mot de passe qui avait permis de se rendre sur l'autre système était trouvé. J'ai pas forcément trouvé cela, donc je peux pas vous les présenter, mais s'il y a un write-up qui sort, j'essaierai de vous faire une vidéo pour complémenter celle d'aujourd'hui. Et pour finir, je vais vous présenter le dernier challenge sur lequel j'ai planché un petit peu. Alors, faut savoir que je m'y suis mis en fait le matin du lendemain. J'étais un petit peu explosé. Donc, j'ai pas fait grand chose au final sur ce challenge-là. C'était un challenge web. Habituellement, c'est plutôt mon truc. C'est un peu là où j'ai passé un peu plus de temps d'habitude. Mais là, vous allez voir que je suis passé à côté de choses qui étaient pourtant assez évidentes. J'ai quand même du coup regardé le write-up après. Il y a un très bon write-up qui a été fait. Je vais vous mettre le lien dans la description ci-dessous. Donc c'est parti pour le challenge web. Donc le challenge web, c'est pas très compliqué. On nous donne simplement une adresse. Donc l'adresse c'est jamais sans mon riz.com. Voilà, c'est un site donc sur le riz original. Donc ici en fait je commence à regarder un petit peu ce qu'on a. Voilà, il y a des posts, il y a plusieurs choses, etc. Et la première chose que je remarque, je crois que c'était quand j'avais mis le premier post, je suis passé à côté, je vais mettre accueil. Première chose que je remarque, c'est que quand on va sur les posts, en fait, on a un paramètre qui est post ID avec le nom du post.php. Et là, sur le moment, je me souviens qu'il y a un truc par rapport à ça. Je crois que c'est LFI, Local Folding Inclusion. Et du coup, je me mets ça dans la tête, mais je fais l'erreur de ne pas le noter, de le noter nulle part. Et comme je vous dis, je fais ça, j'étais fatigué. Et ensuite, du coup, je passe à autre chose. J'avais essayé de regarder si on pouvait jouer par exemple avec post 1, post 2, etc. Post 2, c'est le post 2, etc. Et en fait, il y a 4 postes en tout. J'essaye post 0, ça me donne rien. J'essaye post 5, ça me donne rien. Donc, ok, je vois que c'est pas par rapport à ça. Et je laisse tomber. Alors qu'il y avait quelque chose vraiment d'intéressant ici. Finalement, je passe à un truc beaucoup plus simple, on va dire, qui est un peu toujours ce que je fais. Est-ce qu'il y a un robot.txt? Et là, en fait, quand je mets robot.txt, directement, flag numéro 1. Parfait. Donc celui-là est facile et il nous dit aussi qu'il y a normalement, du coup, une page admin qu'on peut aller visiter
mais qui n'est pas autorisé à indexer par les robots. Donc on tombe là-dessus. Et alors là, je vous le dis tout de suite, j'ai passé un temps fou à essayer de trouver une injection SQL là-dedans, alors que je pense qu'il n'y en a pas du tout. Donc j'ai essayé tout un tas d'essais différents, ça n'a rien donné. Et en réalité, ce qu'il fallait faire, c'était revenir justement à mon fameux post, ici, post ID. Et ce qu'on peut faire quand on a ça, c'est lui dire que finalement, ce qu'on veut, c'est un filtre. Alors, il faut que je retrouve comment ça marche, parce que c'est les filtres PHP pour pouvoir extraire en réalité un fichier PHP qui ici en fait va être notre login, parce que si vous avez fait attention, quand j'ai mis l'adresse tout à l'heure et qu'on s'est rendu sur admin, en réalité on a un login.php. Et du coup, si jamais on revient sur le post 1, hop, post, ici on peut faire un PHP, je sais plus comment ça marche, on va regarder, ça s'appelle filter PHP quelque chose, et il y a un super truc là-dessus, on va rajouter LFI, voilà, PHP filter, etc. Et il me semble que on en a un cheat sheet ici qui doit être pas mal fait. Voilà. Donc ici, ce qu'on va pouvoir voir, je sais plus où c'est marqué, c'est peut-être bien là. Voilà. Donc là, on peut mettre, par exemple, PHP filter convert base 64, etc. Et la ressource égale le fichier qu'on veut. Donc, on peut copier en fait ce truc-là. On revient ici. Et on met notre PHP filter là-dedans. La ressource qu'on veut ici, ça va être admin login.php. Et si on fait ça, on n'obtient rien parce que je me suis gouré quelque part. En fait, j'avais juste mis un slash de trop. Et donc ici, on obtient en fait notre base, notre login.php en base 64. Donc là, on peut le mettre sur la source, histoire de l'attraper plus facilement, si je puis dire, parce qu'en réalité, c'est pas si facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au bout ici. Hop. Voilà. Et là, encore une fois, notre ami CyberChef va être d'une grande utilité. On met notre input, on lui dit que c'est la base 64, et ici, hop, flag numéro 2, et en plus, on a le PHP du login. Alors, je ne vais pas aller dans le détail du reste du challenge, c'était toute une track, là je viens de faire les deux premiers flags, en gros. Après ça, on peut regarder ici, il y a un truc à faire avec le code PHP, il y a une vulnérabilité en quelque sorte dans le code. Je vais laisser plutôt le lien du fameux write-up que j'ai vu. Vous pourrez aller voir la suite. Franchement, ça vaut le coup d'œil, vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Et puis pour ma part, je vais m'arrêter là pour pas avoir une vidéo non plus trop longue. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ça tombe bien, c'était le but. N'hésitez pas à liker, commenter ou même vous inscrire à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre puisque la saison de CTF ne fait que commencer. Ciao!